J'étais sur le perron de ma propre maison, une valise à mes pieds, la pluie glaciale s'infiltrant dans le col de ma veste, quand mon beau-fils a changé les serrures et m'a hurlé à travers la porte. Va crever ailleurs, François. Tu ne sers plus à rien maintenant. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Le chagrin vous joue de drôles de tours, il déforme le réel. Mais le cliquetis du verrou, lent, délibéré, m'a confirmé que je n'avais pas rêvé. Chaque mot était bien là, planté dans l'air humide. L'applique du perron, celle que j'avais installée l'été dernier, grésillait doucement. Je me revoyais, perché sur l'escabeau dans la chaleur, pendant que Martine me taquinait sur mes genoux qui commençaient à fatiguer. Maintenant, sa lumière blafarde dessinait un cercle jaune autour de mes chaussures, comme un projecteur que je n'avais jamais demandé. « Édouard, j'ai dit, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Parlons, c'est tout. » La porte s'est entr'ouverte d'1 centimètre. J'ai aperçu son visage, un sourire mauvais, le regard vide. 41 ans, habillé comme pour un déjeuner d'affaires, pas comme un homme qui met son beau-père à la porte de la maison où il a vécu 25 ans. « Tu ne vis plus ici », a-t-il dit. Maman s'en est assurée. Puis il a fait quelque chose qui, aujourd'hui encore, me serre le cœur. Il s'est penché et a ramassé une petite boîte en carton posée sur la console dans l'entrée. La boîte de Martine. Celle où elle gardait ses fiches de recettes manuscrites, jaunies sur les bords, et une poignée de vieilles photos, notre mariage à la mairie de Lyon, un repas de famille d'il y a des années, du temps où Édouard souriait encore sur les clichés. Il a regardé la boîte, puis moi, et l'a jetée dans la poubelle près de la porte. Le couvercle a claqué. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Je me suis avancé sans réfléchir, la pluie éclaboussant le bas de mon jean. « C'était à ta mère. Elle est morte », a-t-il lâché. « Et tu n'es pas de ma famille. » La porte a claqué, le verrou a tourné. Et c'était tout. Je suis resté là, plus longtemps que nécessaire, assez longtemps pour que le vieux monsieur, Durand, mon voisin, écarte son rideau, puis sorte sur son perron en faisant semblant de vérifier son courrier. « François » a-t-il appelé doucement. « Ce n'est pas juste ça. » J'ai hoché la tête, car si j'avais ouvert la bouche, j'aurais dit des choses que j'aurais regrettées. Ou pire, j'aurais fini par supplier. Je me suis penché et j'ai sorti la boîte de la poubelle. Le fond était humide, mais les fiches étaient intactes. L'écriture de Martine, nette, soignée, un peu penchée vers la droite. Rôti de porc, velouté de potimarron, tarte aux pommes avec une note dans la marge, François aime avec plus de cannelle. Mes mains tremblaient en posant la boîte à l'arrière de la voiture. Sa voiture. Une vieille Citroën berlingot dont elle refusait de se séparer. « Elle roule encore », disait-elle toujours. Moi aussi. Je me suis assis au volant, le regard fixé sur la maison. Notre maison. Celle que nous avions repeinte ensemble, où j'avais réparé l'évier qui fuyait, remplacé le toit et payé la taxe foncière chaque année, sans faute. La pluie brouillait tout. Martine était partie depuis 3 semaines. Un AVC. Soudain. Une minute, on se disputait pour savoir s'il fallait un nouveau lave-vaisselle. La minute d'après, je lui tenais la main dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et le mauvais café, en écoutant le bip des machines ralentir, puis s'arrêter. À ce moment-là, Édouard avait semblé normal, distant, mais poli. Il m'avait serré maladroitement dans ses bras à l'enterrement, m'avait remercié de m'être occupé de tout. Je pensais que c'était le deuil qui le rendait gauche. Je me trompais. J'ai roulé jusqu'à ce que le quartier disparaisse et que la nationale se déploie, familière. Le motel au bord de la route avait une enseigne qui clignotait et un parking rempli de camionnettes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sec. La chambre sentait un mélange d'eau de javel et de vieilles moquettes. Je me suis assis au bord du lit et j'ai sorti le dossier que j'avais emporté. Papier d'assurance vie, facture de l'hôpital, relevé de compte, la paperasse ennuyeuse d'une vie qui s'était terminée sans me demander mon avis. Je l'ai feuilleté lentement, comme Martine l'aurait fait. Elle lisait toujours les petits caractères, pas moi. Je lui faisais confiance pour gérer ce genre de choses. Un souvenir a refait surface, sans y être invité. On était à la table de la cuisine, peu de temps avant sa mort. Des papiers étalés partout. Elle avait retiré ses lunettes et se frottait l'arête du nez, une habitude qu'elle avait quand quelque chose la tracassait. « François », m'avait-elle dit très calmement, « s'il m'arrive quelque chose, promets-moi une chose. » « Quoi donc ?» avais-je demandé, l'écoutant à moitié, concentré sur mon café. « Lis tout », avait-elle insisté. « Ne te fie pas aux apparences, promets-le-moi. » Je lui avais souri et serré la main. Promis. Sur le moment, ça m'avait semblé anodin. Maintenant, c'était comme une bouée de sauvetage lancée en pleine mer. Dans la chambre du motel,
J'ai continué à tourner les pages jusqu'à ce que quelque chose glisse du dossier et tombe sur le lit. Une simple feuille de papier ivoire, dactylographiée. En haut, de la main de Martine, une seule ligne. Section 9, à lire 2 fois. Je l'ai fixée, mon cœur s'accélérant pour la première fois depuis des jours. Dehors, un camion a vrombi sur la nationale. L'enseigne du motel grésillait. Et pour la première fois depuis qu'Édouard avait claqué cette porte, je ne me sentais plus complètement impuissant. Pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil, le cœur battant déjà la chamade. La chambre était silencieuse, à l'exception du ronronnement du climatiseur et du sifflement lointain des camions. Je suis resté allongé, les mots de Martine tournant en boucle dans ma tête. Lis tout, ne te fie pas aux apparences. J'ai pris une douche, mis ma seule chemise propre et conduit jusqu'au relais routier un peu plus loin. Le même où nous nous arrêtions après avoir rendu visite à sa sœur du côté de Valence. L'odeur de café brûlé et de viennoiserie m'a enveloppé comme un souvenir non désiré. J'ai commandé un café que j'ai à peine touché et j'ai étalé les papiers sur la table. Tout ce jargon juridique devenait un brouillard si on le fixait trop longtemps. Et puis de nouveau, cette simple feuille, section 9, à lire 2 fois. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un vieil immeuble en briques à Lyon, coincé entre un dentiste et une agence immobilière. La plaque indiquait « Cabinet Leclerc et Associés ». Les lettres étaient un peu effacées mais solides. À l'intérieur, ça sentait le vieux papier et l'encaustique au citron. Édouard était déjà là, assis, une cheville sur le genou, consultant son téléphone. Il portait une veste de costume qui devait valoir plus que ce que je remboursais chaque mois pour la maison. Il a levé les yeux quand je suis entré et a eu un sourire méprisant. « Je ne pensais pas que tu viendrais ?» « On m'a demandé d'être là, ai-je répondu, la voix neutre. Il a haussé les épaules. « Autant aller jusqu'au bout, j'imagine. » Maître Thomas Leclerc est sorti un instant plus tard. La cinquantaine avancée, des cheveux gris fins, des lunettes à monture métallique. Il a d'abord serré la main d'Édouard, puis s'est tourné vers moi. « Monsieur Dumas, je suis sincèrement désolé pour votre perte. »« Merci, ai-je dit. Et pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai senti que c'était sincère. Nous étions assis à une longue table de conférence. Maître Leclerc a ajusté ses lunettes et s'est raclé la gorge. Commençons. Il a débuté par les formalités, confirmant que le testament de Martine était valide. Mon estomac se nouait à chaque phrase. Puis est venue la partie qu'Édouard attendait. Selon les termes du testament, a dit l'avocat, la résidence principale ainsi que la majorité des actifs de la succession sont légués à Monsieur Édouard Perrin. Édouard s'est adossé à sa chaise, les mains croisées derrière la tête. Il m'a jeté un regard, un sourire satisfait aux lèvres. « Et voilà, je te l'avais dit. » Les mots m'ont frappé comme un coup dans les côtes. 25 ans de mariage réduits à une phrase. La valeur totale de la succession, a poursuivi Maître Leclerc, incluant les comptes d'investissement et les liquidités, est d'environ 25 millions d'euros. Édouard a laissé échapper un petit sifflement. Pas mal. J'ai fixé la table, les oreilles bourdonnantes. Un instant, j'ai envisagé de me lever et de partir, qu'ils prennent tout, la maison, l'argent, les souvenirs. J'étais fatigué. Une aide transitoire est allouée à Monsieur François Dumas, ainsi que l'accès à certains effets personnels, comme détaillé ici. Édouard a ri, pas fort, juste un ricanement. Transitoire, a-t-il répété, c'est généreux. Une bouffée de colère a monté en moi, mais s'est éteinte aussitôt. Je me suis souvenu du papier dans mon dossier, de la voix de Martine. Lis tout. Quand l'avocat eut fini de lire les premières sections, il a marqué une pause. Édouard s'est levé. C'est tout, n'est-ce pas? Mes contacts vont s'occuper du transfert de propriété. Maître Leclerc n'a pas bougé. Il a retiré ses lunettes, les a nettoyées avec un chiffon et les a remises. « Monsieur Perrin, dit-il calmement, il y a une section supplémentaire que nous n'avons pas abordée. » Édouard a soufflé. « Si c'est pour les meubles, vous pouvez vous les garder. » « Je vous suggère de vous rasseoir. » Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Édouard a hésité, puis s'est lentement rassis. Sa confiance ne s'était pas évanouie, mais elle vacillait. Maître Leclerc a fait glisser une autre liasse de papier. « Avez-vous lu la section 9 du testament de votre mère ?» Édouard cligna des yeux. « J'ai lu ce qui était important. » L'avocat a eu un léger sourire, pas amical.
Je vous recommande d'écouter attentivement la suite. Mon cœur s'est mis à battre, lourdement, comme des pas dans un long couloir. Édouard s'est redressé, son sourire narquois toujours accroché à son visage comme une armure. Il ne réalisait pas qu'elle s'était déjà fissurée. « Lisez, c'est tout », a-t-il dit, « qu'on en finisse. » Maître Leclerc a tourné une page, le bruit du papier résonnant dans le silence. Au lieu de lire, il a regardé Édouard et a posé une simple question. « Avez-vous vraiment lu la section 9 ?» Le visage d'Édouard a blêmi. « Je vous l'ai dit », a-t-il rétorqué, la voix soudain plus dure. « J'ai lu le testament. » L'avocat a hoché la tête. Il s'est tourné vers moi. « François, cette partie vous concerne directement. Je veux vous l'expliquer clairement. » La bouche sèche, j'ai acquiescé. La section 9 établit ce que l'on appelle un droit d'usufruit viager. Édouard a reniflé. « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? » « Cela signifie, dit calmement Maître Leclerc, que bien que vous soyez le nu propriétaire du bien, François Dumas a le droit légal de vivre dans cette maison pour le reste de ses jours. » La pièce a semblé basculer. Édouard a ri, mais le son était faux. « Non, c'est impossible. C'est mon nom sur l'acte de propriété. »« Oui, a dit l'avocat, et le droit de François y est attaché. Vous ne pouvez pas vendre la maison, vous ne pouvez pas la refinancer, vous ne pouvez pas l'expulser. Ni maintenant, ni jamais, pas sans son consentement écrit. » Je sentais mon pouls dans mes tempes, des images défilaient dans ma tête. Édouard claquant la porte, la poubelle, la pluie sur le perron. La maison était encore à moi. « C'est une blague » a-t-il lâché en repoussant sa chaise. Maître Leclerc est resté imperturbable. « C'est une disposition très courante. Votre mère était prévoyante. » Édouard m'a regardé, mais vraiment regardé cette fois, comme s'il voyait un étranger. « Tu étais au courant » a-t-il exigé. J'ai secoué la tête. « Non. » La section 9, a continué l'avocat, concerne également la fiducie. Édouard s'est raidi. « Quoi, encore ? Les 25 millions d'euros sont détenus dans une fiducie, a expliqué Maître Leclerc. Vous en êtes le bénéficiaire. » Édouard a expiré bruyamment. « Bien. Mais François Dumas en est l'administrateur. » Le silence est tombé comme un manteau de plomb. « Répétez ça, a dit Édouard, le regard passant de l'avocat à moi. François gère les fonds, toutes les distributions, toutes les approbations. C'est impossible, a-t-il lâché. Je suis son fils. Son beau-fils, a corrigé gentiment l'avocat. Et c'était la décision de votre mère. La mâchoire d'Édouard se contracta. Donc, je dois lui demander mon propre argent ? Vous recevez une distribution mensuelle, a dit Maître Leclerc. Un montant fixe pour vos dépenses courantes. Et le reste ? Les retraits plus importants sont limités au domaine de la santé, de l'éducation et des besoins raisonnables. C'est François qui détermine ce qui est qualifié comme tel. J'ai senti un mélange d'admiration et de peur me tordre l'estomac. Martine avait fait ça, discrètement, méticuleusement. Elle m'avait placé entre Édouard et l'argent. « C'est ridicule, a dit Édouard. Il ne peut pas contrôler ma vie. Il ne contrôle pas votre vie, a répondu l'avocat. Il contrôle l'accès à la fiducie. » Édouard s'est tourné vers moi, la voix basse, menaçante. « Ça te plaît, hein ? » Une partie de moi voulait rire, une autre voulait s'excuser. Mais surtout, j'avais peur. « Il y a un dernier élément dans la section 9, a ajouté Maître Leclerc. « Bien sûr qu'il y en a un autre, a soufflé Édouard, excédé. L'avocat a tapoté la page du doigt. Une clause de déchéance. Édouard s'est figé. Toute tentative de harcèlement, d'intimidation ou de contestation légale envers l'administrateur, a expliqué l'avocat, entraîne la suspension des distributions discrétionnaires. La voix d'Édouard n'était plus qu'un filet. « Vous dites que si je proteste, je perds l'accès à mon propre héritage ?»« Oui, a dit simplement Maître Leclerc. » Édouard s'est levé si brusquement que sa chaise a crissé sur le sol. « C'est de la folie. Vous vous attendez à ce que je sois poli ? Je m'attends à ce que vous respectiez les volontés de votre mère. » Édouard a eu un rire sec et laid. « Elle n'aurait jamais fait ça. »« Elle l'a fait, » a affirmé l'avocat sans hausser le ton. Je me suis souvenu de Martine à la table de la cuisine, lisant chaque ligne, disant qu'Édouard était intelligent, mais qu'il survolait, qu'il supposait. Édouard a attrapé les papiers, les parcourant frénétiquement. « Ça n'a aucun sens, a-t-il marmonné. »« Édouard, a dit Maître Leclerc plus fermement. Cette réunion n'est pas une négociation. » Il m'a de nouveau regardé, les yeux sombres. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ?» J'ai dégluti. « Je crois que ta mère voulait la paix. » Il a ricané. Alors elle a choisi la mauvaise personne. Il est sorti en trombe. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maître Leclerc a rassemblé les papiers calmement. « Je sais que ça fait beaucoup, m'a-t-il dit. Mais légalement, votre position est solide. » J'ai hoché la tête, ma main tremblant encore. Au moment de partir,
Mon téléphone a vibré. Une notification de message vocal. Numéro inconnu. Ce soir-là, de retour au motel, j'ai écouté le message. La voix d'Édouard, basse et tendue. Tu vas le regretter, François. Je te le promets. Assis sur le bord du lit, j'ai compris ce que Martine m'avait vraiment laissé. Pas de l'argent, une responsabilité. Et une tempête qui était loin d'être terminée. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais mon esprit ne se contentait plus de ressasser des souvenirs. Il travaillait. Au matin, j'avais pris une décision. J'ai ressorti le dossier de Martine et cette fois, j'ai lu chaque page. C'est là que je l'ai remarqué. Au fond, une petite enveloppe blanche. Pas de timbre, juste mon nom, écrit de la main soignée de Martine. À l'intérieur, une minuscule clé en laiton et un mot. Caisse d'épargne, coffre 214. Le coffre était petit. Il contenait une lettre pliée, une copie des documents de la fiducie et une enveloppe Kraft sur laquelle était écrit « Si Édouard insiste ». Mes mains tremblaient en ouvrant la lettre. « François, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison au sujet d'Édouard. Je suis désolé que tu aies à gérer ça, mais j'ai besoin que tu sois fort. Tout est en place pour te protéger, mais seulement si tu ne cèdes pas. Lis les statuts de la fiducie, appelle Thomas, et souviens-toi, tu n'es pas un invité dans ta propre vie. J'ai dû m'asseoir, ma poitrine était serrée, non pas de peur cette fois, mais de gratitude. Martine n'avait pas seulement planifié mon confort, elle avait planifié le combat. Le tribunal de Lyon n'avait pas beaucoup changé. Édouard était déjà là, le visage tendu. Son avocat a brossé le portrait d'un veuf âgé, confus par le deuil, abusant de son pouvoir. Puis ce fut notre tour. Maître Leclerc s'est levé, calme, méthodique. Il a exposé les faits, l'usufruit, la fiducie, les distributions mensuelles qu'Édouard continuait de recevoir. Puis, il a changé de ton. La section 9 inclut également une clause de déchéance, qui devient pertinente lorsque le bénéficiaire se livre à du harcèlement. Il a commencé à lire les retranscriptions des messages vocaux menaçants d'Édouard, ses emails, les témoignages. Ses propres mots résonnaient dans la salle, cruels, méprisants. « C'est sorti de son contexte », a crié Édouard. « Asseyez-vous, monsieur Perrin », a ordonné la juge. Maître Leclerc a alors présenté les emails que Martine avait sauvegardés. Ceux où Édouard faisait pression sur sa mère malade. Le visage de la juge s'est durci. Édouard s'est levé de nouveau, son sang-froid s'effritant. Elle était malade, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. « Monsieur Perrin, une interruption de plus et je vous fais sortir. » Édouard, le visage rouge, s'est rassis. Pour la première fois, il avait l'air d'avoir peur. Maître Leclerc a conclu sobrement. Par ses propres actions, Monsieur Perrin a déclenché la clause de déchéance. Les distributions discrétionnaires sont suspendues. L'autorité de l'administrateur reste intacte. Le silence. Puis la voix de la juge. Je ne constate aucun abus de pouvoir. Au contraire, j'estime que l'administrateur a fait preuve de retenue. Votre demande est rejetée. La chaise d'Édouard a raclé le sol. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, la voix brisée. L'audience est levée, dehors. Il m'a rattrapé. S'il te plaît, a-t-il dit, le mot à peine reconnaissable. Je ferai n'importe quoi. Je l'ai regardé dans les yeux. Non, tu feras ce que ta mère a demandé. Et je suis parti. Je suis retourné à la maison un mardi matin. Juste moi, la vieille berlingot et un jeu de clés. La porte d'entrée s'est ouverte avec le même grincement doux. L'odeur à l'intérieur m'a arrêté net. Le fantôme de la vie que Martine et moi avions bâtie. La lumière du soleil entrait par la fenêtre de la cuisine. La maison était plus silencieuse que jamais, mais elle n'était plus hostile. Elle attendait. Dans la cuisine, j'ai pris la petite boîte en carton et l'ai posée doucement sur la table. Cet après-midi-là, j'ai appelé Édouard. Sa voix était plate, lasse. « Je te donne 30 jours pour déménager. C'est raisonnable. » Un silence. « Et l'argent ? Tu continueras de recevoir le montant mensuel de base. Rien de plus jusqu'à nouvel ordre. » Il a expiré brusquement. « Ça te plaît, hein ?» J'ai réfléchi un instant. Non, j'y survis. Il n'a rien dit de plus. Les semaines suivantes, j'ai retrouvé le rythme de la maison. Les voisins sont passés, avec des plats et de plates excuses. Monsieur Durand m'a serré la main. « C'était une femme intelligente », a-t-il dit. Il avait raison. Martine ne m'a pas laissé de l'argent. Elle m'a laissé la dignité. Elle m'a laissé un moyen de rester debout quand quelqu'un essayait de m'effacer. J'ai parfois pensé à Édouard, à la façon dont la cupidité l'avait vidé de sa substance. Je ne le détestais pas. J'avais simplement cessé de le protéger des conséquences de ses propres choix. S'il y a une chose que j'ai apprise,
c'est que vieillir ne vous rend pas inutile. Cela signifie simplement que les gens s'attendent à ce que vous vous effaciez en silence. Mais on n'est pas obligé. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, c'est de lire les petits caractères, de tenir bon et de refuser de disparaître.